Bonjour tout le monde et bienvenue à notre webinaire Planifier votre migration vSphere 8 avec NoviPro. Je vais me présenter, Alain Malbeuf, je suis spécialiste vente au niveau infrastructure. Je travaille dans le domaine depuis une vingtaine d'années, surtout du côté technique. Puis ces années-là m'ont permis au niveau technique de baigner dans l'écosystème VMware, incluant bien entendu l'hyperviseur ESXi et tout l'environnement vSphere qui est autour de l'hyperviseur. Avec moi aujourd'hui, mon collègue Raouf. Bonjour Raouf, ça va bien? Bonjour Alain, bonjour tout le monde. Ça va Bienvenue. bien, Raouf? Ça va bien, merci. Très bien. Raouf? Euh, Peux-tu nous parler un peu de ton rôle, Raouf, que tu as chez Novipro, puis peut-être un peu de ton expérience autour de VMware? Oui, bien sûr. En fait, j'ai 13 ans d'expérience en tout ce qui est virtualisation et cloud, OK. incluant tout ce qui est technologie, infrastructure de stockage aussi, serveur. Et avec NoviPro, je suis spécialiste VMware qui est certifié depuis les versions 5 de VMware jusqu'à la version 8 actuellement. Donc, ça, ça a apporté assez d'expérience chez beaucoup de clients que nous avons actuellement. Donc, mon rôle spécialement, c'est tout ce qui est intégration, conseil de technologie VMware. Good, merci, Raouf. Fait que finalement, Raouf, tu as un peu repris où moi j'ai laissé. Tu as commencé à être certifié sur VMware 5, alors que moi j'ai été certifié sur VMware 2, 3, 4. Donc, la continuité, quoi. La continuité. Euh, bon, pour toutes les personnes présentes, je tiens à spécifier avant de débuter il est toujours possible de poser des questions via le menu chat ou Q&A de l'application. On va tenter de répondre à vos questions à la fin du webinaire ou encore en faisant un suivi avec vous à la suite du webinaire. Euh, Avant de débuter dans le vif du sujet avec Raouf, je vais vous faire un petit résumé de qui est Novipro. Une entreprise qui a démarré en 1993. Chez Novipro, on s'engage à élaborer des solutions qui sont adaptées à vos contextes, aux ressources de nos clients, puis aux objectifs d'affaires de nos clients. Euh, on se distingue entre autres par une équipe de plus de 120, 130 professionnels, naturellement dotés de grande expertise. Ensuite, on va offrir des services conseils qui sont basés sur une méthodologie qui est propre à nous, qui a été montée chez nous et donc dont on est les seuls à se servir. Et enfin, un accompagnement personnalisé tout au long du cycle de vie des projets. Donc, pour moi, Novipro, ce qui est vraiment intéressant pour les entreprises, pour les clients, c'est que c'est une implication qui est personnalisée pour les clients. Et c'est ça, pour moi, qui fait la force du groupe. Euh, Novipro est constitué de trois axes. Solution d'affaires qui est axée sur vos façons de faire. Ici, on va parler plus logiciel de gestion intégré, ERP, analyse et optimisation des processus d'affaires, d'automatisation de ces processus-là, et j'en passe. Au centre de Novipro, naturellement, solutions technologiques qui sont axées sur vos besoins. On va parler ici de tout ce qui est au cœur de l'infrastructure technologique, que ce soit autant au niveau sur site qu'en mode cloud, et autant au niveau matériel qu'au niveau logiciel. Et enfin, l'axe des services gérés qui est axé sur les opérations des clients. Donc, cet axe-là est toujours en mode soutien aux équipes internes et même si ça peut aller jusqu'à l'impartition complète de certains segments d'opération des TI. Donc, commençons le webinaire. Raouf, si tu veux bien. Euh, on va passer, donc, c'est ça, le support de VMware, les conséquences que ça signifie pour les entreprises. Raouf, si je ne me trompe pas, à peu près à pareille date l'an dernier, on avait déjà des discussions au niveau de la fin du support de VMware, non, de mémoire? Exactement. Exactement. Donc, déjà, l'année dernière, c'était la fin du support général pour les versions 6.5 de vSphere, qui a pris fin le 15 octobre 2022. Donc, actuellement, on va parler plus de la version qui est la 6.7, donc avant la version 7, qui va prendre fin le 15 novembre 2023. Mais avant tout cela,
il faut qu'on explique les différentes partie du support que VMware offre aux clients. C'est quand on dit la fin du support, il y a deux types de support. Il y a le support général et il y a le support technique. Donc, pour la partie de la version 6.5, c'est la fin du support général qui se termine le 15 octobre 2022, qui s'est terminé le 15 octobre 2022. Donc, pour la version 6.7, ça sera pour le support technique qui prendra fin le 15 novembre 2023. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les produits VSphere relèvent de la politique de cycle de vie d'infrastructure d'entreprise de VMware, propre à VMware. D'accord? Donc, quand VMware sort un produit, une version nouvelle majeure, elles offrent 7 ans de support pour chaque nouvelle version majeure avant le passage d'une version à une autre. Donc là, on ne parle pas de produit, on parle de support qui est lié à un produit précédent. C'est pour ça qu'on voit un décalage entre le support entre une version 6 et une version 8 qui est actuellement. Donc, il y a un saut de deux versions. C'est une chose très, très importante qu'on doit connaître. Donc, à compter de la date de disponibilité générale du produit, d'accord, ces 7 années sont divisées en 5 et 2. D'accord? Donc, 5 années, c'est l'assistance générale. Donc, VMware vont continuer à travailler sur le produit, l'améliorer, le développer, etc. Les 2 années qui vont rester, c'est une orientation technique. C'est-à-dire que VMware vont passer vers une autre version. Ils vont continuer à supporter la version précédente, mais ils ne vont pas continuer à la développer. Chose qui est importante. Donc, s'il y a tout ce qui est infrastructure physique qui doit suivre une version précédente, ça ne sera pas vraiment le cas parce que VMware vont arrêter de développer le produit après les 5 premières années. Donc, pendant la phase du support général, VMware propose des mises à jour de tout niveau de maintenance, des correctifs, des bugs, de sécurité, les choses les plus importantes que les clients doivent avoir quand on a une plateforme qui héberge plusieurs solutions applicatifs. Donc, le workload qu'on a, il doit être mis à jour. Et comme on subit ces dernières années, il y a beaucoup de problématiques liées à la cybersécurité et à la dangerosité des attaques. VMware ont sorti beaucoup de correctifs. Donc, imaginons que le support général est fini. Comment on va protéger notre infrastructure par rapport à ce genre de scénario qui est très critique actuellement? Donc, voilà. Ça, c'est ce qui se concerne la partie du support général. Maintenant, pour la partie du support technique, le support technique, il reste 2 années. Les 2 années, il y a toujours un accompagnement de VMware avec les clients qui ont la version euh, qui est en fin de support technique. Mais par contre, ça restera juste du support technique. Donc, s'il y a un problème de bug, un problème de mise à jour qui doit être fait, qui doit être corrigé, VMware ne pourront pas faire ça. Donc, ça, c'est une grosse conséquence que les clients vont pouvoir avoir s'ils veulent avancer et améliorer leur infrastructure. Donc, il faut prendre ça en considération, qui est la chose la plus raisonnable. On va la voir prochainement. Donc, on peut voir qu'est-ce qu'on doit faire pour corriger ce genre euh, de lac de version. C'est-à-dire, on doit les planifier, on doit planifier des mises à jour, on doit planifier des upgrades, on doit voir comment on va réfléchir à faire ça. OK. Donc, Euh, si je traduis un peu pour les clients, comment ça peut la conséquence pour eux, euh, je pense que, tu sais, on parle souvent au niveau client, on va renouveler le support annuellement, le support et la maintenance sur un produit X, dans ce cas-ci, vSphere. Il était toujours possible de faire un renouvellement de support et maintenance jusqu'à octobre l'année dernière et de placer des appels de service chez VMware pour un problème qu'on peut vivre euh, n'importe quand au niveau de nos opérations en production. Bien sûr, alors, il y a un autre point à prendre en considération aussi, c'est qu'avec VMware, si le support est fini, c'est-à-dire qu'on a une date de support sur notre contrat qui va se terminer, on va dire par exemple qui va se terminer le 30 septembre, fin de Oui, support, et qu'on n'a pas encore renouvelé le support de VMware, la problématique ici, elle sera une problématique plus conséquente financièrement. Parce que VMware vont demander de racheter de nouvelles licences. C'est comme si on rachète de nouveau le produit, au lieu de oui. faire une continuité d'une licence qui est déjà existante. Donc c'est pour ça que planification avant la fin d'un contrat de support,
elle est primordiale pour la bonne santé d'infrastructure et financière de l'entreprise aussi. OK, ouais, je te suis. Good. Donc, bon, pourquoi dans ce cas-là, on a besoin de faire une mise à niveau de la version 8? Tu sais, on comprend bien qu'il n'y aura plus de support au niveau VMware pour les versions 6.5 et 6.7, mais dans le monde d'aujourd'hui, puis tu nous en as déjà parlé un peu, mais qu'est-ce que ça représente concrètement pour les clients? Tu sais? C'est un point très très important parce qu'actuellement, les nouvelles infrastructures que les clients acquièrent, elles sont vraiment très importantes en matière applicative. Donc, il y a un gros workload généralement qui s'appuie sur ces infrastructures et sur laquelle les clients se basent. D'accord. Donc, quand on virtualise toute une infrastructure, ils vont se baser sur ce qu'ils ont comme technologie et la fin d'un support qui a une base bien solide va créer des problématiques futures. Parce qu'il y a toujours un besoin technique dont on doit résoudre des problèmes techniques, on doit améliorer, on doit faire étendre notre infrastructure. Donc là, on va avoir la problématique de la fin de support qui va surgir, qui va pas laisser les clients avancer dans leurs avancées en matière technologique, dans leurs avancées en matière d'expansion, s'il y a lieu d'être là. Donc, pourquoi le faire, cette mise à niveau? D'abord, pour avoir toutes les résolutions possibles quand on a des problèmes techniques, d'accord? Quand on a des problèmes de sécurité, de brèche, quand on a des mises à jour qu'on doit mettre pour régler X ou Y problème. Là, si on a un support qui est fini, on ne pourra pas faire ça parce qu'on ne va pas trouver les produits qui sont disponibles directement et téléchargés et installés sur notre infrastructure. Donc, pour avoir accès à tout cela, il faut qu'on ait le support nécessaire. Pour avoir Ouais, le support nécessaire, il faut qu'on ait la bonne version qui est exact. supportée et qui a été développée et qui continue à être développée par VMware. Donc là, on se retrouve avec un point dont on a parlé tout à l'heure, qui est la version. On peut avoir une version qui est toujours supportée, mais que pour le support général. Techniquement, elle n'est plus développée par VMware. C'est-à-dire, VMware, ils sont passés vers une autre. Donc, c'est à partir de là qu'on peut réfléchir. D'accord? Comment faire les mises à jour et à quel moment on doit faire les mises à jour. Ce n'est pas juste parce que une version est sortie et on va passer directement à cette version. Non, il y a d'autres conséquences qui sont là. Et généralement, si VMware arrête le développement d'un produit, donc on est à risque d'avoir d'autres problématiques dont on n'est pas préparé. Donc, chose est importante. Donc, c'est pour la partie support. On n'a aucune assurance technique que le problème va être résolu. D'ailleurs, VMware incite les clients à utiliser le portail de VMware pour trouver par eux-mêmes les solutions. Donc, imaginons qu'il y a une solution qui n'a pas été encore mise dans le knowledge base de VMware parce que elle n'y est pas, parce que VMware n'ont pas développé, n'ont pas travaillé sur l'ancienne version, ils se conservent plus pour la nouvelle. Donc là, c'est une problématique qui est flagrante, où on n'a aucune assurance que notre problème va être résolu. Et là, on met en danger notre infrastructure applicative qui est liée au métier de l'entreprise. Le troisième risque, c'est tout ce qui est solutions obsolètes. C'est-à-dire si on a des solutions qui sont rajoutées avec VMware, des solutions de backup, des solutions de réplication, de disaster recovery, de networking, de stockage, etc. Toutes ces solutions vont suivre ce que le vSphere, ce que vous avez comme base sur vSphere. Donc, si les autres technologies avancent en matière de mise à jour, vSphere aussi doit avancer avec ces technologies. Donc là, on va se retrouver à avoir une plateforme qui est obsolète et qui ne suit pas ce qu'on a euh, dans notre environnement infrastructure. Donc, c'est des points à prendre en considération qui sont très, très importants en ce qui concerne les mises à jour de VMware. Donc, ça ne concerne pas uniquement, en fait, si on prend les choses simplement à l'un, ça ne concerne pas uniquement VMware en elle-même, mais ça concerne tout l'environnement qui va avec. Ouais. Puis, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que, comme tu le mentionnais plus tôt,
VMware va publiciser le cycle de vie de leurs produits avec une certaine longévité associée aux produits et des fins de vie, justement, associées à ça. Et donc, ça devient plus facilitant, je dirais, pour les clients de s'arrimer à ce cycle de vie-là pour être en mesure de ne pas se retrouver dans le bec à l'eau, là, comme on dit, là. On va le voir tout à l'heure en tous les cas, parce qu'il y a une partie où on va parler de Lifecycle Management de VMware. Oui, Et on va voir son importance parce que ça inclut plusieurs parties, pas juste VMware en elle-même, tout à mais fait. l'environnement sur lequel il se base physiquement. Tout à fait. Euh, ben, parfait. Donc, les entreprises que, tu sais, comme on dit, ne veulent pas se retrouver sans support. Puis, C'est possible. pourquoi c'est nécessaire de faire les mises à jour, les upgrades des environnements vSphere. Peux-tu peut-être nous expliquer un peu les prochaines étapes pour les clients qui regardent ça et qui se disent, bon, ben, OK, là, on doit prendre le taureau par les cornes puis commencer à aller de l'avant avec un projet comme ça. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que là, on parle de la fin de vie des versions 6.5 et 6.7. Donc, nous, actuellement, il y a deux versions qui sont en plein essor. C'est la version 7 et la version 8 qui est sortie l'année dernière, qui est à sa mise à jour numéro 2 d'ailleurs, la version 8. Mais ça n'empêche pas que les clients puissent aller vers la version 7 selon ce qu'ils ont comme hardware, bien sûr. Parce qu'il faut aussi on va le voir tout à l'heure, mais il faut savoir que quand on met à jour une version d'un système d'exploitation ou d'un hyperviseur, il faut qu'il suit la matrice de compatibilité sur l'équipement sur lequel il va être installé. Donc, c'est important de prendre cette considération. Mais les actions qu'on doit prendre actuellement et maintenant et le plus rapidement possible, c'est de faire la mise à jour, de upgrade, migrer vers la version 7 au minimum. Si on a des licences pour migrer vers la version 8, c'est tant mieux. Dans les deux cas, c'est les deux meilleures solutions. La version 8, elle doit suivre tout ce que le client a comme infrastructure aux alentours du vSphere. Donc, on va voir les compatibilités qu'il y a entre la version 8 et ce qu'il y a comme produit interconnecté avec le vSphere. Mais idéalement, minimum requis, c'est de passer vers la version 7 et ça avant le 15 novembre 2023. Parce que après le 15 novembre 2023, VMware ne pourront plus supporter et donner des assistances techniques Mhm. aux clients pour les aider à résoudre les problématiques qu'ils auront plus tard. Donc, c'est le meilleur moment de penser à comment faire les mises à jour. Nous, notre rôle actuellement, c'est on va vous montrer comment les faire, quelles sont les étapes pour faire ce genre d'action. Euh, mais il faut aussi savoir que pour la version 7, elle va dater jusqu'en 2027. Donc, quand on va dire 2027, c'est-à-dire d'ici 2025, c'est le support général. Jusqu'en 2027, ce sera le support technique. Donc, Ouais. déjà, on a un grand gap de passage entre la version 7 et la version 8. Mais c'est important d'aller au minimum à la version 7. Sinon, on va se retrouver sans support, tout simplement. Même si on a toujours un support valide avec VMware, d'accord? Mais qui ne va pas nécessairement nous garantir une réponse, une résolution pour les versions 6.5 et 6.7. Ouais, c'est sûr. Euh, Puis bon, on en arrive vraiment au cœur des actions à prendre, là. Donc, j'imagine que des fois, ça peut être complexe. Puis ça peut nécessairement, ça va nécessiter du temps que les équipes d'opération ont pas toujours. Parfois oui, mais d'autres fois, ils ont d'autres chats à fouetter, d'autres choses à faire. Les opérations occupent beaucoup de leur temps. Donc, commencer à rentrer dans un processus de mise à niveau, d'upgrade de l'infrastructure, c'est pas nécessairement ce qui. Ils ont pas nécessairement, les équipes n'ont pas nécessairement le temps à consacrer à ça et souvent c'est fait par la banque. Donc, on se focus sur les opérations, le support aux utilisateurs, le support de l'infrastructure dans le day-to-day, mais quand on arrive à faire les mises à niveau, ben, on le fait quand on a un peu de temps, on commence à essayer de le planifier, on revient à nos opérations. Donc, Exactement. c'est un peu ici que les équipes, nos équipes chez Novipro, puis avec des gens qualifiés comme toi, Raouf, vont intervenir dans les entreprises. Euh,
Peux-tu nous Exact. expliquer peut-être à haut niveau comment ça se passe, ces interventions, comment ces projets-là de mise à niveau s'effectuent un peu côté quand tu prends un genre de projet de d'upgrade de VMware en clientèle? Bien sûr. En fait, euh, la peur, la plus grande peur des clients, en fait, c'est la perte du service. C'est-à-dire, dans ce genre de cas, est-ce qu'on va perdre le service? Donc, est-ce qu'il y a un temps d'interruption? Est-ce que les serveurs vont redémarrer? Est-ce qu'on aura un arrêt au niveau des applications, métiers, etc. Tout ça, c'est les préoccupations majeures que les clients ont avant de faire des mises à jour, des upgrades, etc. Donc, de notre côté, ce qui est bien avec les équipes Novi Pro, c'est qu'on a de l'expérience par rapport à ça. On l'a déjà fait plusieurs fois. Et on la planifie selon les cas, donc selon les clients, selon leur infrastructure. C'est pas toutes les infrastructures qui sont les mêmes, c'est pas toutes les mises à jour qui sont les mêmes. On s'adapte avec ce que le client a comme solution, comme applicatif, comme SLA, comme downtime qu'il doit avoir. Tout ça, on le fait rentrer et on travaille conjointement avec les équipes qu'on a pour réussir une mise à jour, un upgrade de VMware de bout en bout. Donc, ça inclut aussi peut-être d'autres produits qui sont liés à VMware, pas que la vSphere. Euh, c'est ce qu'on peut faire, c'est ce qui peut être fait par les équipes de Novipro qui sont certifiées sur ces produits. Mais avant de commencer, on a parlé on peut passer vers la version 7, comme on peut passer vers la version 8, mais il faut savoir aussi quels sont les avantages qui apportent ces deux versions. En fait, la version 8 et la version 7 sont un petit peu proches. La plus grosse différence entre la version 8 et la version 7, c'est qu'avec la version 8, on a le plus gros point que les sociétés dont ils ont un gros workload dans leur infrastructure, c'est il y a des avantages qui sont pris au niveau des, euh, des on-site, c'est-à-dire dans le cloud privé d'une société, et qui vont retrouver les mêmes avantages qu'ils ont sur un cloud public. C'est-à-dire on connaît bien que sur les clouds publics, il y a généralement, c'est des grosses machines, des très performantes, qui sont mises à la disposition des clients, payantes bien sûr, à la demande. Mais par contre, si on a un besoin en matière de GPU, si on a un besoin en matière de solutions très haute performance, on l'aura au niveau du cloud public. Maintenant, les clients cherchent aussi à avoir du on-prime, les mêmes, les mêmes avantages en matière de puissance. Là, avec VMware vSphere 8, la première chose qui a été prise en charge, c'est tout ce qui est les GPU, la prise en charge de ce qui est GPU et des DPU. Généralement, ceux qui utilisent des applicatifs graphiques, etc., verront avec la version 8 l'avantage d'utiliser des vGPU, des virtuels euh, graphiques pour unit. Donc, c'est très important parce que dans les versions précédentes, dans les 6 par exemple, même un petit peu dans la 7, on n'avait pas cet avantage de partager les GPU entre plusieurs VM. Donc là, on a la possibilité de faire ce partage directement depuis les cartes graphiques avec leur propre processeur et non pas en utilisant les processeurs de l'ESX, chose qui améliore les performances et le rendement des ESX. Au lieu qu'on puise dans la puissance d'un ESX, on va le puiser dans les cartes GPU. Deuxième, c'est les DPU. Les DPU, ils sont, ils sont là, ils sont orientés pour les cartes réseau. Il y a beaucoup qui utilisent tout ce qui est software, Network Defined Software. Et dans ce type de technologie, avant, on puisait beaucoup du calcul des hyperviseurs directement. Mais là, avec la version 8, on va puiser directement de la carte réseau qui est équipée d'un processeur propre à elle, qui va faire son propre calcul en matière de traitement du trafic réseau, par exemple, ou bien du trafic de stockage. Donc, ça dépend ce qu'on va utiliser comme technologie derrière, mais ça allège d'environ 30% les capacités CPU d'un ESX. C'est déjà beaucoup quand on a un gros workload. Donc, on n'aura pas à calculer les CPU qui sont liés au trafic de gestion ou bien au trafic lié au stockage ou autre. On n'aura pas à se soucier sur cette partie au niveau de l'ESX, mais ça sera pris en charge par des DPU, par des GPU.
Ça, c'est un avantage qui a été rajouté au niveau de la partie vSphere 7, 8, pardon. Tout ce qui est performance et prise en charge des flux de graphique, de monitoring, il y a eu des améliorations qui ont été rajoutées avec les DRS, le DRS de vSphere. Donc, tout ce qui est distribution, resource scheduling, ça a été amélioré pour que le DRS comprenne bien l'attitude qu'une VM a en consommant de la mémoire et du CPU. Donc là, il y a eu une grande amélioration et ça permet deux choses. C'est que ça permet de bien gérer l'endroit où la VM réside. Donc, on n'aura pas à avoir des VM qui basculent d'un endroit à l'autre. Ça consomme de l'énergie, ça consomme du calcul processeur, ça consomme du stockage et ça alourdit l'infrastructure, si vous voulez. Donc, toute cette partie a été allégée et si vous voulez, a été développée pour être plus performante en matière d'analyse de data par rapport aux services de distribution. Tout ce qui est efficacité opérationnelle, maintenant, vSphere 8, il peut s'intégrer avec des interfaces cloud de VMware Cloud directement. Et à travers ça, on peut aussi l'interconnecter avec tout ce qui est cloud public. Donc, on peut avoir du hybrid cloud avec du vSphere 8 directement, sans avoir à installer toute la panoplie du cloud, du, V- du- comment on l'appelle, de la partie VMware Cloud Foundation. Donc, on a les avantages d'interconnecter, d'avoir un bridge entre le on-prem et le cloud public sur cette partie-là. Pour tout ce qui est innovation en matière de DevOps, bien sûr, cette partie vSphere 8, elle vient avec les mises à jour de tout ce qui est Tanzu. Donc, ceux qui utilisent du Kubernetes, c'est directement inclus dans la partie 6. Et c'est une plateforme qui va aider les développeurs et les DevOps à faire le travail correctement. Donc, il y a eu une nouvelle version qui est partie de la version 7 vers la version 8, qui a eu des améliorations techniques aussi sur ce point de vue-là. Aussi, on ne parle pas beaucoup de ça, mais généralement, on doit le prendre en considération aussi. La version hardware des VM a été augmentée à la version 20. Donc, tout ce qui est VMware hardware et les VMware Tools doivent suivre avec. C'est important. On a vu plusieurs fois que euh, pour que les clients fassent les mises à jour vers une nouvelle version de VM hardware, il n'était pas vraiment pris en considération, mais il faut vraiment penser à le faire parce que ça suit aussi le hardware sur lequel vSphere est basé. Donc, s'il y a des améliorations en matière de firmware sur les mises à jour des frameworks sur le hardware, ça doit aussi suivre au côté upgrade des VMware Tools et aussi des VMware Hardware. Donc, il y a eu beaucoup d'améliorations en matière de vSphere 8, mais en gros, c'est une plateforme, si on résume, qui peut prendre en charge des workloads d'entreprise qui sont énormes. Donc, sur cette plateforme, par rapport à ce qu'on a vu avant, euh, elle a la capacité de prendre énormément de workload. Pourquoi? Parce qu'ils ont dissocié une partie de l'ESX et ils l'ont remis sur d'autres équipements comme les cartes réseau, comme les GPU, et c'est à eux de prendre en charge les calculs. Donc, ça laisse une infrastructure respirer et avoir un plus gros workload pour tout ce qui est applicatif. EVM. Donc, ça, c'est pour la partie introduction à la partie vSphere 8. Mhm. Euh, Avant, si on pense à partir vers des mises à jour, il y a des prérequis qui sont très importants à prendre en considération. Maintenant, ça dépend de l'environnement. Nous, on va parler actuellement d'un environnement standard. Ensuite, on va passer vers un autre environnement qui est un petit peu lié à VMware, mais qui a ses propres règles en matière de prérequis. Pour un environnement standard, la première des choses qu'on doit savoir, c'est la compatibilité. La version le check de la version et la compatibilité entre vSphere 8 et les composants qui vont avec. Donc, peut-être qu'on a des composants qui ne sont pas à la version 7, qui ne sont pas à la version 6, peut-être qu'ils sont à la version 6.0, peut-être qu'ils sont à la version 5. Donc, on doit prendre ce genre de considération. Ce qu'il faut savoir, c'est que on ne peut pas faire un upgrade de la version 6.5 vers la version 8 directement. On doit avoir un jump au minimum de la version 7, pardon, 6.7. À partir de la version 6.7, on peut
installer et upgrader la version 8 ou bien 7. Donc, c'est important de le savoir. C'est un jump qui est important. Donc, ceux qui ont la version 6.5, pour aller vers la version 7, on peut y aller. Pour aller directement vers la version 8, il faut passer d'abord par la version 6.7. Donc, il faut d'abord, c'est des conséquences bien sûr, mais il faut d'abord voir quels sont les produits qu'on a. Est-ce que le hardware supporte d'aller vers une version 8 ou bien d'aller vers une version 7? Donc, pour faire ça, il faut voir la matrice de compatibilité qui existe sur le site de VMware. Donc, il y a un lien, on va vous le partager sur le chat, euh, sur laquelle vous pouvez vérifier le hardware et la partie vSphere, est-ce qu'il y a une compatibilité? C'est déjà un prérequis avant de penser à aller vers un upgrade. Donc, peut-être qu'il y a un changement de hardware qu'il faut faire plus tard. C'est à prendre en considération. Deuxième prérequis, c'est de vérifier l'état de santé de sa plateforme. Donc, si on a beaucoup de problématiques au niveau de la plateforme, il faut d'abord penser à comment les résoudre. Ça dépend maintenant quel type de problématiques, soit des problématiques de design qui ressortent plusieurs fois des problématiques techniques. Donc là, il faut voir les choses globalement, comment elles ont été mises en place. Soit c'est des problématiques liées aux bugs ou bien des techniques. Donc, il faut les régler avant même de passer vers une solution de upgrade, de processus d'upgrade. Euh, Troisième point, pour ceux qui veulent faire un upgrade, il faut faire la reconfiguration de tout ce qui est SSO, Domain Topology Reconfiguration. Ça, c'est important parce que la partie SSO, euh, elle peut être liée à plusieurs vCenter. Donc, on peut avoir plusieurs vCenter qui peuvent être interconnectés avec un seul SSO, donc un seul domaine. Et pour ce faire, il faut d'abord reconfigurer tout ça parce que ça risque de causer des problèmes vu qu'il y a une liaison entre plusieurs vCenter. Donc, si on a ce type d'architecture, il faut d'abord la dissocier bah, en matière de config, faire la mise à jour et ensuite la remettre en marche. Troisième partie, c'est le HA de vCenter. On parle bien du HA de vCenter qui doit être supprimé avant de faire le upgrade. Ce n'est pas une, ce n'est pas mandatory, c'est-à-dire ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé de le faire. C'est-à-dire si on a maintenant un vSphere HA, vCenter HA, il faudrait arrêter le HA pour pouvoir faire le upgrade, pour ne pas avoir un basculement vers un autre vCenter lorsqu'on fera le upgrade au niveau du vCenter principal, par exemple. Donc, ça va occasionner des problèmes techniques plus tard, dont on va faire des troubleshooting, alors que la solution, c'était d'arrêter le HA et d'upgrader étape par étape, ensuite remettre le HA de nouveau. Bien sûr, le dernier point qui est très important parmi tous les points, c'est de sauvegarder l'infrastructure. Pour la sauvegarde d'infrastructure, c'est très simple. Le vCenter 6 offre la possibilité de sauvegarder de l'appliance vCenter directement depuis l'appliance en elle-même. Donc, soit on envoie un fichier de configuration de backup du vCenter vers un partage de fichiers et vous mettez votre backup à l'intérieur. Et s'il y a une restauration à faire, la restauration sera très très simple à faire. C'est-à-dire juste réinstaller un vCenter et lui remettre sa configuration qui était avant. Ça, c'est le premier cas qu'on peut utiliser. Le deuxième cas, c'est de faire un snapshot du vCenter à partir de l'ESX et non pas à partir du vCenter parce qu'on a vu qu'il y Ouais. avait beaucoup de oui, sinon on va retomber sur le même problème. C'est qu'on met un snapshot sur le vCenter, mais on ne sait pas où est-ce qu'il est le snapshot. Est-ce qu'il Ouais. est dans le SX1, 2, 3, 4, 5? Et là, de préférence, on prend le vCenter là où il réside, dans quel host il réside, et on lui fait son snapshot. Dernier point qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il faut arrêter le DRS, mettre en mode manuel, parce que sinon, ça va commencer à basculer les VM un peu partout et on va se retrouver en plein upgrade avec une VM qui est en plein déplacement. Ça peut alourdir le network, ça peut avoir des problématiques d'interférence, ça peut avoir des coupures, donc on va avoir plus de temps pour faire de mise à jour. Donc, c'est des choses qu'on peut prendre en considération. Là, bien sûr, on parle sur une solution standard. Il y a Ouais, c'est une ça, autre solution. Il y a une autre c'est ça solution. exactement. Là, c'est un environnement standard où est-ce que, tu sais, typiquement, on voit un environnement 3 tiers avec un stockage SAN.
Et on a de plus en plus de cas de clients qui ont des environnements hyper convergés, tu sais, puis notamment avec Nutanix. Puis là, ici, tu sais, donc, ici, les prérequis qui s'appliqueraient plus spécifiquement à ce type d'environnement-là, Raouf, right? Exactement. Donc, déjà, si on prend, si on peut résumer la précédente étape, il y a deux principaux points dans lequel on peut résumer. Le premier, c'est le backup, qui est très important, pas juste le backup du VS interne, même les machines virtuelles, d'accord? Les distributed switch, s'il y a des switch distribués, il faut les backuper aussi. Donc, c'est par précaution, même si le upgrade de VMware, il est simple à faire quand on le voit, mais si on ne prend pas les prérequis nécessaires en compte, c'est là où on va avoir beaucoup de problèmes au moment du upgrade. Mis à part ça, il y a beaucoup d'autres prérequis qu'on peut prendre en considération, comme l'expiration des certificats, comme l'expiration des comptes routes, des comptes administrateurs. Tout ça, c'est des cas d'usage qu'on va faire, qu'on peut prendre en considération. Bien sûr, c'est du cas par cas, c'est du infrastructure à infrastructure, etc. Donc, pour la partie environnement Nutanix, aussi, on a beaucoup de mises à jour qu'on peut faire à partir de Nutanix. La seule différence, c'est là, c'est plus simple parce que on va utiliser le one-click de Nutanix, en fait, pour faire des mises à jour de VMware. Et chose qui est aussi plus simple, c'est qu'on peut voir directement sur le site de Nutanix quelles sont les dernières versions qui sont compatible avec Nutanix. Et le hardware de Nutanix qu'on a, soit du HPE, soit du Dell, soit du NX de Supermicro, etc. Donc, on peut voir la matrice de compatibilité qui est associée au VMware et en même temps au gestionnaire de Nutanix qui est l'AOS, qui va gérer la partie stockage et tout ce qui est unification de stockage. Donc, avant de faire tout ça, il faut d'abord vérifier la documentation de l'éditeur. Quand on dit vérifier la documentation de l'éditeur, c'est des deux côtés. Côté Nutanix, côté VMware. Quelles sont les compatibilités? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Il faut prendre en compte cette partie. Inspection du site Internet VMware, c'est pour voir est-ce que les dernières versions de VMware sont compatibles avec les versions qu'on a de Nutanix. Parce que le contraire n'est pas forcément juste. Je vous donne un exemple. Vous pouvez trouver sur Nutanix la dernière version qui existe actuellement pour le SXI7. Elle peut aller vers un ESXi7 Update 3C, par exemple. Mais du côté VMware, vous allez voir qu'il y a une nouvelle version qui est sortie juste après ça. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? La meilleure solution, c'est d'envoyer au support Nutanix pour valider que oui, elle est prise en charge parce qu'elle n'apparaît pas sur le portail du support de Nutanix. Mais généralement, Nutanix considère une version mineure qui est prise en charge. Les versions majeures, il faut la trouver d'abord sur la plateforme du portail support Nutanix. Si c'est une version mineure, la- le minimum, c'est d'envoyer au support pour s'assurer que oui, c'est pris en charge par Nutanix. Troisième point, c'est l'examen du HA et DRS. Au niveau de Nutanix, c'est différent parce que Nutanix il peut prendre en charge la version disponibilité et ressources scheduling. Et de ce côté-là, le HA et le DRS doivent être à l'arrêt au moment d'un upgrade de Nutanix. Pourquoi? Parce que Nutanix va prendre lui-même en charge la maintenance du host. Donc, il va solliciter le VMware pour mettre le host qu'on va mettre à jour en mode maintenance. Et c'est à Nutanix de basculer le trafic à travers l'AOS, Acropolis, pour le basculer vers la copie de la VM qui est sur un autre host. Donc, ce n'est pas la même philosophie qu'on trouve dans des solutions standards. Donc, c'est pour ça, c'est d'autres cas, d'autres prérequis à prendre en considération qu'on ne va pas forcément trouver dans un environnement standard, Alain. Le dernier point, c'est le Admission Control qui est à désactiver au niveau de Nutanix, carrément. Le Admission Control, c'est une partie de HA. Quand vous allez configurer votre HA, vous allez trouver le Admission Control et qui va vous permettre d'avoir une assurance au niveau d'un autre nœud, une réservation de ressources. Donc, elle va garantir que le deuxième host va garantir des ressources pour les VM. Sauf qu'avec Nutanix, il n'y a pas de basculant VM en matière de vMotion. Il y a une redirection de lecture-écriture de la data entre un contrôleur VM et un autre contrôleur VM. D'accord? Donc, c'est une autre architecture. C'est pour ça qu'on doit désactiver ce genre de fonctionnalité. Donc, c'est des choses à prendre en considération, bien sûr.
Ouais, C'est les autres. intéressant de voir les différences qu'il peut y avoir entre un environnement standard et un environnement, dans ce cas-ci, hyper convergé comme Nutanix, là. C'est vraiment intéressant, Raouf. Merci. On peut aussi parler d'autres solutions d'hyperconvergence qui sont propres à VMware, où on trouve du V5, du NSX et tous les autres composants. Mhm. C'est la même chose, il y a des prérequis à prendre en considération Toujours, euh, ouais. parce que c'est des produits qui s'interconnectent entre eux. Ouais, Donc, c'est sûr. si on résume tout ça, si on prend un autre éditeur qui gère VMware comme Nutanix, on doit vraiment avoir l'accès à la documentation pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut Ouais. pas faire. Chez Novipro, on peut vous faire tout ça, c'est-à-dire on peut le faire en vous accompagnant. Euh, Le faire on- pour vous, le faire selon le modèle que le client choisit. Puis, tu sais, c'est Exactement, là vraiment la valeur qu'on voit, c'est le fait qu'on a une expérience là, qui est associée à ces tâches-là et ces produits-là. exactement. Ça La nous question, amène, tu sais, à la séquence là, vraiment de mise à jour là, c'est la qui- fameuse séquence, Alain, c'est la fameuse séquence que Exact. tout le monde pose la même question parce que on ne sait plus quel est le produit qu'on doit mettre à jour d'abord. Ouais. On va faire le vSAN, le switch distribué, est-ce qu'on va aller vers les VMware Tools, est-ce qu'on va, etc. Donc, c'est des choses, c'est un flux qui est très, très simple. En fait, pour faire une mise à jour d'un vSphere, d'une solution vSphere, il faut toujours commencer par le vCenter. C'est le point qui est crucial. Ce qui est principal, c'est le gestionnaire de toute l'infrastructure de vSphere. Donc, le vCenter, c'est le premier point dont on peut faire des mises à jour. Ensuite, quand on va faire le vCenter, on passe vers le SX. Maintenant, si on fait le vCenter, l'upgrade du vCenter, imaginons vers la version 8, et qu'on a un ESX qui est toujours à la version 6.5, là, c'est une problématique parce qu'on ne peut pas aller vers la version 8. On ne peut pas installer un vCenter 8 sur une plateforme qui est de 6.5. Donc là, on doit d'abord upgrader le SXI vers une version équivalente au vCenter existant. Imaginons qu'on a un vCenter 6.7, un ESXi qui est avec 6.5. Donc, on doit d'abord upgrader le SX vers la 6.7 pour qu'ensuite on puisse upgrader le vCenter vers la version 8 ou bien la version 7. Et ensuite, on va faire le upgrade des ESX après ça. On a différentes manières de faire les mises à jour. D'accord? Donc, après le ESX, on pourra faire les mises à jour d'un switch distribué s'il existe, si c'est une licence Enterprise Plus. On peut faire des mises à jour upgrade de vSAN. De toute façon, de la version 7 vers la version 8, il y a la version 8 de vSAN qui est sortie aussi. Et juste en parenthèse, Alain, pour le point du VSAN, c'est important de le savoir parce que il y a une autre question qui se pose quotidiennement par rapport qu'on pose à VMware quotidiennement, enfin le plus souvent sur le vSphere, sur le vSAN, pardon, c'est que est-ce que on considère que c'est un upgrade quand on fait un upgrade de vSAN euh, d'un vSAN standard vers un Express? L'Express, comme vous savez, c'est la nouvelle technologie qui a été sortie par VMware. C'est un vSAN All Flash qui est pris en charge par des disques NVMe. Là, on ne parle plus de upgrade, on parle de migration. Donc, cette partie, il faut la prendre en considération aussi. Donc, s'il y a du vSAN et vous changez de hardware, là, on ne parle pas juste d'upgrade, on parle d'une migration d'un vSAN. Donc, c'est important, c'est deux choses qui sont différentes. Upgrade et migration, c'est deux choses qui sont vraiment différentes. Donc, on peut y aller vers la mise à jour de host profile, des VMware Tools et à la fin des VMware, des Virtual Hardware, qui doit suivre, bien sûr, les dernières versions des ESX. Pour faire les upgrades, on a différentes solutions. Maintenant, ces solutions diffèrent des environnements, bien sûr. On peut mettre la première, par contre, on ne peut pas mettre la deuxième solution chez d'autres clients. Parmi les solutions, c'est qu'on booste directement, c'est-à-dire on met à jour directement le ASX à travers un ISO. Donc, si on a des ports de gestion sur les serveurs physiques, on peut mapper directement le ISO sur le serveur physique et mettre à jour le ASX directement. Deuxième partie, c'est qu'on utilise, c'est parmi les meilleures solutions, c'est le Lifecycle Manager. Maintenant, le Lifecycle Manager, on peut mettre directement le ASX 7 vers la 8. Il a été amélioré au niveau de la version 7. Maintenant, il est plus performant au niveau de la version 8 parce qu'il prend d'autres cas d'usage en charge pour les mises à jour. Donc, dans cette partie, il est important de savoir que le Lifecycle Manager n'existe pas dans toutes les plateformes.
n'existe pas dans toutes les langues. On peut trouver des plateformes qui ont juste des ESX sans vCenter. On peut trouver des anciennes versions de vCenter dont on ne peut pas utiliser le Lifecycle Manager pour faire les upgrades. Là, on doit passer par d'autres solutions, bien sûr. Dernier point dont on peut faire, là aussi c'est un cas d'usage, bien sûr, c'est qu'on peut upgrader le ASIC directement avec les lignes de commande. Donc au lieu qu'on reboot le ASIC et on upgrade, on va mapper le ISO, ben, faire l'upgrade de l'ESX, ensuite on reboot à la fin. Donc c'est le sens contraire d'un ISO, si vous voulez, quand on le met dans un port de gestion. Donc bien sûr, Alain, dans ces scénarios-là, il s'adapte à plusieurs types d'infrastructures. Donc, comme on peut faire la première, comme on peut faire la deuxième dans une autre, dans une autre infra. L'important, c'est qu'on doit suivre le flux, la séquence qui, est op- qui est pas la plus adaptée, mais la séquence qui est exigée par VMware pour faire les Ouais, upgrades. Donc, ouais, on peut pas, en gros, on ne peut pas aller vers un upgrade d'un ESX et on laisse un vCenter en dernier. ouais, Parce que si tout à on fait fait. un upgrade de l'ESX, on peut le faire. Mais par contre, on va se retrouver avec un vCenter qui ne pourra pas prendre en charge les ESX qu'on a upgradés. Donc, on va se retrouver avec des downtime, pardon. On va se retrouver avec des temps d'arrêt. Et c'est la peur qu'on va éviter aux clients. Donc, Ouais, c'est tout à fait. Ouais, donc la séquence qui est de mise et qui doit toujours être respectée. Ensuite de ça, différents produits peuvent venir interférer ou venir s'immiscer au travers de cette séquence-là, mais la séquence va toujours demeurer la même, là, peu importe. C'est juste qu'il y a certains produits qui peuvent venir s'ajouter ou pas. Là, on prend, par exemple, les VMware Tools, les Virtual Hardware arrivent toujours à la fin. Le vCenter, lui, arrive toujours au départ. Donc, ce qui exactement. fait beaucoup de sens. Tu sais. Et, Exactement. tantôt, tu as mentionné un peu vSphere Lifecycle Manager, qui est qui est C'est une finalement qui vient du Update Manager, là, si je ne me trompe pas, auparavant, ancienne et version. qui a évolué finalement au fil du temps. Souvent, c'est des outils qui ne sont pas toujours utilisés, mais qui peuvent beaucoup aider dans certains cas. Peux-tu nous en parler un peu de cet Bien sûr. outil-là? En fait, c'est des outils qui vont aider énormément à valider l'infrastructure avant de faire une mise à jour. C'est-à-dire si on a la bonne version des pilotes, des drivers, si on a la bonne version de l'ESX, si elle est compatible avec le hardware qu'on a, etc. Donc, ce qui a été fait avec VMware, la version 7 et la version 8, c'est qu'il y a une interconnexion avec les vendors. Donc, tout ce qui est constructeur technologique de serveurs, ils ont leur base de données qui est interconnectée avec VMware, dont ils ont accès pour tout ce qui est driver, etc. Avant, ce qu'on faisait, si on voulait faire une mise à jour d'un ESX, par exemple, sur un serveur X, HPE, Dell ou quelconque, on devait d'abord vérifier est-ce que le serveur physiquement il est à jour en matière de firmware. Donc, avec le vSphere Lifecycle Manager, on n'aura pas à aller faire ces choses individuellement. C'est à travers l'interface de Lifecycle Manager qu'on pourra packager le SX sur lequel on va upgrader le host et on peut inclure les drivers qui sont nouveaux. Les drivers, ça inclut tout ce qui est vendeur add-on. Donc, on peut avoir des drivers qui sont, par exemple, des solutions de backup qui sont intégrés avec des plugins sur le vCenter, des solutions de stockage qui sont intégrées avec des plugins sur le vCenter. Eux aussi ont besoin d'avoir un upgrade de leur côté. Donc, on peut intégrer les packages dans la base image d'un ESX. On peut aussi ajouter tout ce qui est firmware de BIOS, de storage device, de NIX, de BMC, donc tout ce qui est port de gestion qui diffère d'une marque à une autre. On peut trouver du ILO, du iLorac, etc. Donc, ça dépend des marques. Mais on va dire c'est out of band management port. Donc, c'est des choses qu'on faisait auparavant individuellement. Et ça nous prenait beaucoup de temps pour finaliser un upgrade d'une solution. Imaginons qu'on n'a pas trois serveurs, qu'on a une dizaine ou une vingtaine ou une cinquantaine de serveurs. Si on prend chaque serveur individuellement, en lui installant individuellement ses frameworks, ses drivers, etc., on va se retrouver avec des packages qu'on ne sait pas est-ce qu'ils sont compatibles entre eux ou pas. Donc, avec le Lifecycle Manager, on peut packager tout ça et voir l'image de base, la baseline qu'on va mettre. Est-ce qu'il y a tous les composants qui sont intercompatibles?
intercompatibles entre eux et décider de faire une remediation, c'est-à-dire d'installer Hmm. ce ESX et d'upgrader avec directement. Donc, ça nous fait gagner beaucoup de temps en utilisant cet outil. Généralement, c'est du straightforward, c'est-à-dire on télécharge les bons packages, on les met dans l'image et on lance les upgrades. Mais ça aide énormément les clients qui ont une grande infrastructure, de gros Ouais. serveurs. Avec Ça beaucoup fait de gagner beaucoup de temps. produits différents là, ouais, de Exactement. VMware, ouais, tout à fait. Exactement. Ça fait du sens. Oui. Euh, on arrive à la fin, Raouf. Merci beaucoup pour toutes ces informations-là. Bien. Euh, on est à la, tu sais, finalement aux questions les plus fréquentes qu'on voit au niveau vSphere. J'ai une liste ici de questions, là, il nous reste quelques minutes. Euh, tu sais, une des questions fréquemment posées, est-ce qu'on peut installer un ESXi qui a une version plus récente que le vCenter? Ben là, dans ce cas-là, on l'a vu hein, au Oh, niveau de la séquence et tu en as parlé beaucoup, mais vas-y. exactement. En fait, on peut l'installer, mais ça va nous engendrer des Mhm. problèmes au niveau du vCenter, parce que le vCenter ne pourra plus voir les hosts ESX derrière. Donc, Donc, si on il a n'y aura plus de des fonctionnalités, compatibilité. C'est ça. exactement, il n'y aura plus de Ouais. compatibilité. OK. Donc, on peut dire oui techniquement, mais non, parce que ça va engendrer des Ouais, problèmes. Donc, c'est ça. C'est plus non que oui, je dirais. Ensuite, est-ce qu'on peut faire un rollback lorsqu'on upgrade un ESXi? Là, on parle d'un host ici ou de. soit un host, soit du vCenter, OK. soit du distributed switch, soit toutes les composants qui viennent avec le vSphere. Mhm. On peut faire des rollbacks. Comment on peut faire OK. des rollbacks? C'est très simple. Un ESX, quand on l'upgrade d'une version à une autre, et on va se retrouver avec, soit on a installé la mauvaise version, pas celle qu'on voulait, etc. Il y a un mode au redémarrage de l'ESX pour faire un revert vers l'ancienne version automatiquement. Donc on a OK. juste à l'actionner. OK. C'est Assez mode, simple. exactement, c'est très simple à faire. Il va Parfait. revenir directement à l'ancienne. Le SX lui-même peut revenir à l'ancienne version s'il trouve qu'il y a des problèmes au niveau des partitions de SX, etc. Il peut le faire automatiquement. Comme on peut l'enclencher nous-mêmes si on se trompe de version de SX qu'on peut mettre. OK. Pour le vCenter, c'est avec les backups. OK. Ouais, ouais. Comme tu Donc, parlais tantôt, là, qui est exactement, il y a une de prendre un procédure de backup. Ouais. restauration. Exactement. OK. Il y a une procédure de restauration. Une question ici un peu tricky, mais qu'on se fait souvent poser. Combien de temps est-ce qu'on doit planifier pour faire la mise à niveau? Ça, c'est une question qui, bien sûr, on va prendre le standard. On va pas parler des cas par cas, on va prendre le standard. Donc, si on ne parle pas d'upgrade de firmware, d'upgrade d'autres produits en parallèle, on va parler que du vCenter EASI. Généralement, un vCenter, quand on l'upgrade correctement, on respecte les prérequis, on analyse toutes les parties, techniquement, il prendra environ 40 minutes pour l'installation. D'accord. 40 minutes, ça c'est pour faire un upgrade. Maintenant, on parle du standard, du basique, bien sûr. Oh, oui. S'il y a d'autres composants qui l'accompagnent, Oh, oui. etc., ça prendra un petit peu plus de temps. Mais généralement, c'est entre 40 et 1 heure pour faire un Puis upgrade. chacun des hosts TSX, on peut parler de combien de temps environ? Un autre ESX peut prendre à peu près 15 minutes. 15 Selon le minutes, réseau mais qu'on a. ouais. Selon le Puis des réseau fois, c'est le qu'on a. reboot hein, qui est plus long. Dans Tout certains à fait, cas, moi, oui, j'ai souvent exactement, vu. exactement. Des fois, on tombe sur des serveurs qui font des checks BIOS Ouais, préalables et qui prennent beaucoup plus de temps pour nous faire revenir le ASIC en marche. ouais, Mais si on veut, c'est une moyenne. Maintenant, ça dépendra de ouais. l'architecture. Ça dépendra si on a de la haute disponibilité. On a eu déjà un cas, Alain, avec un client qui n'avait pas de haute disponibilité. Donc, on ne pouvait pas migrer. Il n'y avait pas du shared storage. Il n'y avait pas de la haute Oh, disponibilité. OK. Donc, il utilisait, je pense que 4 UASX, mais avec les disques en interne du OK. serveur. Oh, ouais. Donc là, on s'est retrouvé à avoir plus de temps parce qu'on devait éteindre les VM carrément. On ne pouvait pas les déplacer. Donc, c'était à lui de les déplacer si vous voulez, entre un EFX et un autre à travers le réseau. Donc, ça prenait beaucoup de temps. C'était une copie à froid en plus. OK. Donc, Puis une imaginez, dernière. voilà. Oups, vas-y, Raouf. Non, Excuse-moi, je non, pensais. je veux dire que ça peut prendre entre 40 minutes et plusieurs heures, ça dépend des cas. Mais OK. Une généralement, en dernière. moyenne, J'en ai une dernière, oui. parce que là, il va falloir terminer bientôt. Il reste trois Ah minutes. oui. Euh, est-ce qu'on doit prévoir des arrêts de service au niveau applicatif, au niveau des VM, pour la mise à niveau de l'environnement vSphere?
C'est une très bonne question. Si on a toutes les conditions nécessaires pour une haute disponibilité, on peut ne pas prévoir des cas d'arrêt de service parce qu'il y a des basculements qui vont se faire. Maintenant, ça dépend, est-ce que le workload des serveurs accepte la migration de VM d'un autre à un autre? On peut avoir des clusters qui sont pleins, donc on ne peut pas avoir l'opportunité de basculer. Euh, mais oui, dans la plupart des cas, si on a la haute disponibilité et que le cluster est correct, oui, on peut faire des upgrades sans arrêt de service. C'est juste le SX qui va rebooter. Les VM vont continuer à fonctionner sur d'autres hubs. Mhm. Dans d'autres cas, si on n'a pas ces prérequis, oui, là, on doit prévoir des arrêts de service pour le reboot des VM. Fait que dans le fond, si je récapitule les réponses que tu nous as données, c'est souvent ça dépend. Et c'est normal, c'est des environnements complexes. Il y a un cas en particulier où on doit avoir un reboot des machines virtuelles parce que, sans le vouloir, euh, en fait, ce cas-là, c'est les VMware Tools. Oui, tout à fait. Qu'on a parlé plus tôt. Exactement, c'est qui sont très importants. Voilà. Ben, merci beaucoup, Raouf. Merci de ton Merci. temps. Merci à tout le monde. Avec Vous avez à plaisir. l'écran, tout le monde, là, l'étude de Neufpro que Neufpro a fait avec l'Institut Léger où on a sondé 635 entreprises canadiennes pour faire l'état des lieux du marché des TI au Canada. Donc, ce qui est très spécifique au Canada, c'est intéressant de voir parce que souvent les études qu'on a vont porter sur le marché américain qui est très différent du marché canadien quand même. Donc, je vous invite à télécharger l'étude via le code QR que vous avez à l'écran ou que vous allez aussi recevoir probablement par courriel, là. Vous allez pouvoir télécharger à partir de là. Euh, mais sinon, ça fait le tour. Merci, merci Raouf, merci tout le monde. Si vous avez des questions, vous voulez qu'on regarde avec vous comment on peut vous aider de ce côté-là, ben, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse courriel à l'écran, Alain Malbeuf. Ça va nous faire un plaisir de discuter avec vous, de comprendre vos enjeux, puis de vous aider dans tout ce qui est continuité des affaires et environnement TI. Donc, merci. Merci, Raouf. Avec Au plaisir. plaisir. Merci. Merci. À la prochaine. Au revoir. Bye bye. Bye bye.